Ottawa dévoilera aujourd'hui les détails de son passeport vaccinal pour les voyageurs. Dilemme pour Justin Trudeau. Comment réussir à obtenir un cabinet paritaire? Et l'inflation bondit au pays. Est-ce le réveil de la bête que l'on croyait profondément endormie? Il faut suivre les factures des fournisseurs. On ne change pas notre marge, mais nous, nos coûts augmentent. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio-Journal. Les passeports vaccinaux délivrés par certaines provinces pour entrer dans des lieux publics comme les bars, les restaurants, les salles de spectacle ont leurs limites. Celui que fournira le gouvernement fédéral ouvrira plusieurs autres portes. Ottawa doit annoncer ce matin les détails d'un document pan-canadien. Karine Matteux est avec nous. Karine, donc, en quoi sera-t-il différent du passeport que détiennent déjà les citoyens de la plupart des provinces? Bien, selon des sources gouvernementales qui se sont confiées à nos collègues de CBC, il serait plutôt semblable. Il devrait utiliser des codes QR comme ceux mis au point par plusieurs provinces, dont le Québec et l'Ontario, mais on y ajouterait le mot symbole Canada avec le drapeau canadien, l'identification que l'on retrouve sur les documents officiels fédéraux. La preuve serait soumise à l'aide de l'application ArriveCan avec notre téléphone intelligent, sinon une preuve de papier sera acceptée et on y retrouverait le type de vaccin reçu, la date et le lieu de l'injection. Et ensuite, les voyageurs présenteront cette preuve aux douaniers à l'étranger. Ce qu'on dit, c'est qu'elle devrait aussi faciliter la tâche des autorités canadiennes lors du retour des voyageurs. Et on verra aussi si elle rendra moins compliqué les voyages à l'intérieur même du Canada, parce que d'une province à l'autre, les façons de faire sont bien différentes. Peu de pays ont développé un système de passeport vaccinal international largement reconnu. D'autres, comme l'Union européenne, ont mis en place des preuves, mais c'est reconnu que pour les voyages à l'intérieur de l'Union même. Le ministre de l'Immigration avait dit au mois d'août que cette certification serait prête à l'automne. Alors, on devrait connaître tous les détails lors d'une conférence de presse de Justin Trudeau à 10h ce matin. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Et puis, Justin Trudeau travaille aussi sur l'élaboration, la composition de son nouveau cabinet. Il s'est de nouveau engagé à ce qu'il soit paritaire, mais il devra se tourner vers de nouvelles têtes puisque plusieurs femmes de son équipe ministérielle précédente ne seront pas de retour pour cette nouvelle législature. Les précisions de Louis Blouin. 4 femmes ne seront pas de retour autour de la table du cabinet de Justin Trudeau. Parmi elles, Catherine McKenna, qui a décidé de quitter la politique l'été dernier. À ses yeux, il est toujours pertinent d'avoir autant de femmes que d'hommes au cabinet. Et ce n'est pas seulement symbolique. Non, nous ne sommes pas des trophées. Oui, il y a des considérations quand on fait un cabinet, c'est sûr. Mais nous sommes, les femmes, nous sommes 50% de la population. D'autres ministres quittent leurs fonctions, mais pas par choix. Deb Schulte, qui était responsable du portefeuille des aînés, a perdu son élection. Elle dit s'être sentie écoutée par Justin Trudeau autour de la table du Conseil des ministres. L'équipe de transition libérale doit maintenant recruter de nouvelles élues pour former le prochain cabinet, tout en respectant la parité, la représentation régionale et la diversité culturelle. Des noms circulent, comme celui de l'ancienne leader syndicale Pascale Saint-Onge. La politique, comme bien d'autres secteurs, a longtemps été un boys club. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? La nouvelle députée en est encore à faire la tournée des entreprises de sa circonscription pour rencontrer les citoyens. À peine élue, elle demeure prudente lorsqu'on évoque la possibilité qu'elle soit nommée ministre. Je suis prête à jouer le rôle qu'on voudra me confier, évidemment. Mais ma priorité, ça demeure bien servir les gens de Brown-Missisquoi. D'ailleurs... Dans les prochaines heures, Justin Trudeau contactera discrètement les candidats choisis pour composer son équipe de ministres. La cérémonie d'assermentation aura lieu mardi prochain. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa. Au Québec, le gouvernement menace de légiférer pour forcer certains médecins de famille à prendre plus de patients. Le premier ministre François Legault affirme que la voie législative sera bientôt envisagée si les médecins n'obtempèrent pas rapidement. Il se dit à bout de patience après 3 ans de négociations infructueuses avec les omnipraticiens. On a des discussions avec la FMOQ. J'aimerais mieux arriver à une entente parce que c'est important que tous les Québécois soient pris en charge. Puis il y a vraiment un bon nombre de médecins de famille qui ne prennent pas en charge beaucoup de patients. François Legault avait déjà laissé entendre dans son discours d'ouverture de la session parlementaire mardi que les médecins de famille devraient participer à l'effort pour améliorer le fonctionnement du réseau de la santé publique.
Au Manitoba, maintenant, la Gendarmerie royale du Canada a procédé à l'arrestation d'un suspect considéré comme dangereux. L'homme à qui l'on reproche d'avoir proféré des menaces et d'avoir braqué une arme à feu contre des policiers a fait l'objet d'intenses recherches durant plusieurs heures. La police avait d'ailleurs envoyé une alerte aux citoyens hier soir pour les avertir que cet homme représentait une menace. Le taux d'inflation continue de grimper au Canada. Il a atteint le mois dernier son niveau le plus élevé en 18 ans. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,4% en septembre par rapport à l'an dernier et les impacts se font déjà sentir dans la vie de nombreux Canadiens. Nancy Cahouette. Deux pommes, je prends celle-là, ça c'est un don. Mélèque Osgur achète des aliments et des plats à prix modique à l'organisme Chic Resto Pop à Montréal 2 ou 3 fois par semaine. 2,20. C'est l'une des multiples stratégies que la mère de 3 enfants, bientôt 4, a trouvées pour déjouer l'inflation. Les fruits et légumes moches dans certaines associations, les applications Flip et qui nous aident à comparer les spéciaux de la semaine. Hausse du loyer, de l'essence, des aliments, même avec un salaire familial annuel brut de 120 000 $, Mélèque et son conjoint peinent à y arriver. On a remarqué depuis le début de l'année, quand on faisait nos courses pour 10-15 jours, c'était dans les 150 $. Mais là, on s'est rendu compte que depuis, au bout de 9 mois, on s'est rendu à 250 $. Le prix des aliments a augmenté, notamment en raison des coûts du transport, explique le copropriétaire de l'Intermarché Boyer, Franck Henault. Il faut suivre les factures des fournisseurs. On ne change pas notre marge, mais nous, nos coûts augmentent. L'économiste principal chez Desjardins, Benoît Durocher, se fait toutefois rassurant. On anticipe que le sommet au niveau de l'inflation pourrait être soit déjà atteint ou atteint prochainement. Il s'attend tout de même à ce que la Banque du Canada hausse son taux directeur en juillet prochain. Ici Nancy Cahouette, Radio-Canada, Montréal. Les hostilités s'intensifient au Québec à l'approche des élections municipales du 7 novembre. Hier soir, les 5 principaux candidats à la mairie de Québec ont croisé le fer pendant 90 minutes pendant un débat télévisé organisé par Radio-Canada. La dauphine de Régis Labombe, en avance dans les sondages, a notamment été la cible de nombreuses attaques de ses adversaires. Jonathan Lavoie. Le mépris de notre relation avec nos employés, là, c'est terminé. La candidate de l'administration sortante, Marie-Josée Savard, a affronté les critiques nourries de ses adversaires une bonne partie de la soirée. Elle leur a aussi fourni des munitions. Sur 10 questions à choix de réponse posées en rafale par l'animateur, elle n'a obtenu que 4 bonnes réponses. Elle a notamment largement sous-estimé le montant de la dette municipale. Sérieusement, je n'étais pas très bonne. J'ai de la difficulté à croire que les gens vont s'arrêter à un quiz pour savoir si la personne, si elle a les compétences pour être à la mairie. Jean Rousseau de Démocratie Québec et Bruno Marchand de Québec Fort et Fier se sont étonnés de sa piètre performance. Si elle ne connaît pas la dette nette de la ville, là, où est-ce qu'elle a été pendant toutes ces années? Là? Ça, c'est une question qu'on serait attendu qu'elle soit capable de répondre, d'autant plus qu'elle a passé toutes les semaines du début de campagne à me dire que je connaissais pas ça, que je connaissais rien à la ville. Bien, moi, je l'ai assez la dette de la ville. Sur le thème de la mobilité, c'est le chef sortant de l'opposition, Jean-François Gosselin, qui a eu à défendre son projet de métro léger, un projet jugé irréaliste par tous les autres candidats, dont Jackie Smith, chef de Transition Québec. C'est un excellent exemple de désinformation. D'autres villes le font. Pourquoi on ne serait pas capable à Québec? On va être capable de le faire à Québec aussi. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est aux citoyens de décider. L'identité du 38e maire de la capitale sera connue le 7 novembre. Ici, Jonathan Lavoie, Radio-Canada, Québec. Les pays en développement n'ont reçu qu'une dose sur 7 des vaccins contre la COVID-19 promises par les pays riches, selon un nouveau rapport de l'Alliance en faveur d'un vaccin universel. Le regroupement dénonce le fait que l'Union européenne et d'autres pays, comme le Canada, s'opposent à la levée des brevets sur ces vaccins. Oxfam Québec déplore que le contrôle de l'approvisionnement en vaccins soit réservé aux sociétés pharmaceutiques. Sa directrice générale, Denise Burns. Le lever des brevets, le partage des technologies et la décentralisation de la production. Donc, rendre ça le plus proche des gens, ça va accélérer la situation et aussi de distribuer plus rapidement les doses excédentaires dans les pays riches. On est même face à une situation où des vaccins vont probablement expirer dans plusieurs pays. Et si on se transporte en Ouganda, il y a 2 % de la population qui a eu une première dose de vaccin. Pourtant, au mois de juin, il y a 50 médecins et infirmières qui ont perdu leur vie dans un pays qui manque déjà de professionnels de la santé. L'Alliance en faveur d'un vaccin universel ajoute que seulement 40 % des doses reçues dans les pays en développement par l'entremise du programme COVAX ont été administrées. Et puis sur une autre note.
Le Canadien Bruce Xiao-Yu Liu a gagné le premier prix du prestigieux concours international de piano Chopin hier soir à Varsovie, en Pologne. Malgré son jeune âge, le pianiste de 24 ans, diplômé du Conservatoire de Montréal, a joué avec de nombreux orchestres à travers le monde. C'est le Radio Journal. Bonne journée.